Bonjour et bienvenue dans ce rappel de cours de gestion sur le chapitre le choix des investissements. Alors, dans un premier temps, on va voir la définition d'un investissement et également les caractéristiques. Voilà. On va également parler des calculs financiers. Donc, calculs financiers de base qu'il faut absolument connaître, sinon vous ne pourrez pas travailler. Donc, on va mettre calculs financiers fondamentaux. Voilà. Et on terminera par les critères de rentabilité, c'est-à-dire en fait les éléments qui vont nous permettre de savoir si le projet doit être réalisé ou pas. Donc, critères de rentabilité. Voilà. Alors, donc, définition et caractéristiques. Alors, pour définir un investissement, on va dire simplement que c'est le fait d'utiliser du capital dans une opération dont on espère tirer profit. Tout simplement, on a une vision assez large et assez globale. Ça suffira amplement. Concernant les caractéristiques de l'investissement, il y en a trois principales caractéristiques, on va dire. Il y a déjà son montant, le montant donc de l'investissement, c'est-à-dire la dépense initiale pour la réalisation du projet. Il y a également la durée de vie. Alors la durée de vie, c'est pas n'importe laquelle, c'est en fait le temps pendant lequel il y a des conséquences financières. D'accord. Et nous terminerons en disant les flux monétaires, c'est-à-dire les cash flows, ou alors les flux de trésorerie, tout ça c'est pareil, hein. Flux de trésorerie, cash flow, flux monétaire, donc calculés généralement sur une année. Donc je répète les trois caractéristiques d'un investissement, c'est le montant, la durée de vie et les flux monétaires. Donc on va indiquer ça. Voilà. Hop, ici. Donc voilà pour la définition et les caractéristiques. Alors, on va voir maintenant donc les différents calculs financiers fondamentaux, différents éléments qu'il faut connaître. On va commencer par parler de la valeur acquise. Alors, la valeur acquise, c'est suite à un placement, donc sur un compte rémunéré, et que l'on récupère au bout de X années, d'accord, sachant que ce montant a été donc placé sur un compte rémunéré. Donc, on récupère le montant initial, plus les intérêts. L'ensemble forme ce qu'on appelle la valeur acquise. D'accord. Alors ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que on peut calculer donc les intérêts de deux manières différentes. Les intérêts simples ou les intérêts composés. Les intérêts simples, en fait, sont calculés année par année, c'est-à-dire chaque année. D'accord. C'est lorsqu'en fait, ils sont calculés sur une période de 12 mois maximum. Donc ça veut dire que par exemple sur 3 ans, on calculera les intérêts sur la première année, puis sur la deuxième année, puis sur la troisième année. Alors que les intérêts composés, on va appliquer une formule qui va nous permettre directement d'obtenir le montant de la valeur acquise sans pour autant calculer les intérêts année après année. Donc on va voir comment. Donc je vais déjà monter un peu ma feuille. Hop, voilà. Ensuite, donc on va indiquer ce qu'on vient de dire. Voilà. Ensuite, ça, on va juste le déplacer pour le mettre ici. Voilà. On va mettre ça comme ça. Donc c'est ce qu'on vient de dire, hein. On n'a pas dit également que les intérêts donc sont ainsi capitalisés, c'est-à-dire additionnés au fur et à mesure. Capitalisés. La capitalisation, c'est l'augmentation, c'est pas l'augmentation, mais c'est le cumul au fur et à mesure des intérêts. Bien. Alors, bien entendu, pour la valeur acquise, il y a une formule qui est donc la suivante. Voilà. Donc ici, je vais l'indiquer à ce niveau-là. Donc, c'est Vn, donc valeur acquise. V0, c'est la valeur à l'époque 0, multiplié par 1 plus I, I étant le taux d'intérêt, le tout exposant N, c'est-à-dire le nombre de périodes de placement qu'on a indiqué ici. D'accord? Avec la légende qui se trouve ici. Donc voilà pour la formule pour la valeur acquise, si l'on ne souhaite pas calculer les intérêts année par année. On va prendre un petit exemple, je vais monter un petit peu la feuille, voilà. Alors, au niveau de l'exemple, on va prendre ici, voilà, un petit exemple donc. Supposons que l'on place un montant de 2000 €, donc, sur 2 ans, au taux de 1,5% l'an.
Eh bien, les intérêts simples, la première année, ça va être 2000 fois 1,5%, ce qui donne 30 euros. La deuxième année, on va prendre 2000 plus les 30 euros qu'on vient de calculer à l'instant, auquel on va appliquer donc le taux d'intérêt, ce qui donne 30,45 €. Et donc, au final, 2 ans plus tard, la valeur acquise va être les 2000 euros, le montant investi initialement, le montant des intérêts de la première année, le montant des intérêts de la deuxième année, et l'ensemble, donc la valeur acquise pour ici, 2060,45 €. Alors bien entendu, ici il n'y a que 2 ans, mais si par exemple on fait un investissement sur 5 ans, vous vous rendez compte que le calcul sera fastidieux. C'est la raison pour laquelle on va prendre la formule de la valeur acquise avec intérêt composé, formule qu'on a vue juste auparavant, celle-ci donc, d'accord, que l'on va appliquer ici pour cet exemple. Donc voilà ici l'application de la formule, en prenant donc le montant initial, 1 plus le taux, exposant 2 puisqu'il y a 2 années, et on retrouve bien entendu le même montant que précédemment, 2060,45 €. Donc concrètement, en plaçant aujourd'hui 2000 euros, eh bien je récupère 2060,45 € dans 2 ans, avec un placement donc de 1,5% l'an. On va parler maintenant de la valeur actuelle. Alors la valeur actuelle, c'est l'inverse en fait, hein. On connaît le montant futur et on souhaite connaître le montant présent. Tout à l'heure, la valeur acquise, c'était l'inverse. On plaçait un montant aujourd'hui, donc on connaissait le montant, et on voulait connaître le montant futur. Là, la valeur actuelle, c'est l'inverse. On connaît le montant futur, et on souhaite connaître le montant présent. Donc là aussi, bien entendu, il y a une formule qu'on va indiquer maintenant, qui va nous permettre donc de retrouver cette valeur actuelle. Voilà, donc V0 cette fois-ci, puisque on souhaite connaître le montant à l'époque 0, à la période 0, donc à aujourd'hui. C'est égal à Vn, donc à la valeur future qu'on connaît, auquel on va appliquer 1 plus le taux, exposant cette fois-ci moins n, exposant négatif. À partir du moment où on actualise un montant, l'exposant est négatif. Donc bien sûr, on va prendre un exemple. Alors, je vais d'abord monter ma feuille, voilà. Ensuite, mon exemple, on va le mettre ici. Voilà. Donc, on a pris pour exemple un montant que l'on va avoir donc dans combien de temps? Dans 2 ans. Donc dans 2 ans, on aura 2500 €, puisqu'on dit calcul du montant placé à l'époque 0, sachant que le montant de la valeur acquise, donc valeur future, est de 2500 €, et que celle-ci a été rémunérée au taux annuel de 2,5% l'an. Alors, la valeur actuelle va être égale à V0, 2500 € multiplié par 1 plus le taux, donc j'applique la formule qui est ici, hein, exposant moins 2, d'accord. Et là on trouve un montant inférieur à 2005, c'est tout à fait normal. À partir du moment où on actualise un montant, celui-ci sera inférieur au montant donc de la valeur acquise. Ici on trouve 2379,53. Donc il est tout à fait normal et logique d'avoir un montant inférieur au montant d'une valeur acquise. Donc voilà pour l'application de la formule, donc, hein, qui est celle-ci, hein, Vn multiplié par 1 plus i exposant moins n. Concrètement, eh bien, en plaçant aujourd'hui 2379,53 € pendant 2 ans au taux de 2,5% l'an, eh bien, je récupérerai 2500 €. Donc autre point à voir, alors je vais juste d'abord monter un petit peu la feuille, voilà. Donc autre point à voir, je vais un peu d'abord monter la feuille, voilà. Alors, en fait on va parler maintenant de la valeur acquise, mais cette fois-ci avec une annuité constante. Alors qu'est-ce qu'une annuité constante? En fait c'est un montant que l'on place de manière régulière à la même période, d'accord. Et ce montant-là, accompagné des, comment dirais-je, du montant initial et des intérêts, eh bien va rapporter une valeur acquise dans le futur. Donc on va indiquer tout ça. Voilà. Donc ici, je vais indiquer ça comme ça. Voilà. Donc on vient de le dire, hein, lors d'un placement régulier à la même période, la somme de ces placements augmentés des intérêts sur n périodes correspond à la valeur acquise par le placement d'une suite d'annuités constantes. Alors bien entendu, il y a une formule
pour cette annuité constante. On va l'indiquer tout de suite. La voici. Alors, la valeur acquise va être égale donc à l'unité constante, le petit a, multiplié par un grand trait de division, hein, avec 1 plus i exposant n, n étant toujours le nombre de périodes, moins 1, le tout sur i. Donc le i au numérateur et au dénominateur correspondent bien entendu au même taux d'intérêt que l'on vous donnera dans l'énoncé, bien entendu. Donc ici, je vais mettre également, voilà, donc le détail, voilà, donc l'unité constante, le taux d'intérêt et le nombre de versements. On va prendre un exemple. Alors, un petit exemple, il est là. Alors, on a dit, si on place ici, donc pendant 3 ans, eh bien, un montant de 1000 € au taux annuel de 5%, et en appliquant donc cette valeur acquise, cette formule ici, 1000 €, c'est le montant que je place régulièrement, c'est donc l'annuité constante que je retrouve ici, mon petit a. Et ensuite, ben, j'applique ma formule. Hein. On a donc 1 plus le taux au numérateur exposant 3, puisque c'est 3 ans, moins 1 sur eh bien 0,05 étant mon taux annuel. Ce qui me donne donc 3152,50. Concrètement, si je place donc régulièrement 1000 € pendant 3 ans au taux de 5% l'an, eh bien je récupérerai dans 3 ans donc 3152,50 €. Alors il y a exactement la même chose mais à l'inverse avec donc la valeur actuelle, c'est-à-dire que on connaît le montant futur mais on ne connaît pas le montant présent et on ne peut par exemple mettre de côté que X €, le montant de l'annuité constante, et bien on pourra retrouver le montant initial. Alors on va prendre un exemple, voilà, ensuite on va indiquer ceci, voilà. Donc voilà pour l'exemple. Donc ici, eh bien, on a mis d'abord la formule, d'accord, qui est différente de la précédente. Regardez bien, ici on a a fois 1 plus i exposant moins n, etc. Exposant n, pardon. Alors que là, on a 1 moins. Alors bien entendu, on a toujours le a de la l'unité constante. Et là, cette fois-ci, on a 1 moins. 1 plus i exposant moins n. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, à chaque fois qu'on a un exposant négatif, cela sous-entend que l'on actualise. Effectivement, on est dans valeur actuelle. D'accord? Donc le tout divisé par i. Le taux d'intérêt annuel. Le voici. Voilà. Donc, une entreprise donc, ne peut rembourser que 5500 € ici par an. Si elle devait donc emprunter pour investir. On dit que le taux d'intérêt est de 2,5% l'an. Et l'entreprise souhaite emprunter sur 10 ans. Donc si on applique la formule qui est juste ici, on va donc avoir le montant de l'unité constante qui va être de 5500 €, puisque c'est le montant qui est placé régulièrement, qui est remboursé régulièrement. Donc c'est l'unité constante. Ensuite, bon, on applique 1 avec le taux d'intérêt, donc 2,5%. Exposant moins 10, exposant négatif, rappelez-vous, à partir du moment où on actualise, l'exposant est négatif. Donc sur 10 ans, donc exposant moins 10. Et on obtient donc 48 136,35 €. Concrètement, ça veut dire que si aujourd'hui l'entreprise emprunte ce montant, elle pourra effectivement rembourser 5500 € par an. Voilà. On va donc parler maintenant des fameux critères de rentabilité, ces critères qui permettront donc à l'entreprise de faire un choix, c'est-à-dire d'investir ou pas. Je vais déjà commencer par monter un petit peu la feuille, voilà. Alors on va commencer par parler de la VAN. La VAN, c'est-à-dire la valeur actuelle nette, qui est donc la différence entre les cash flows actualisés et le montant du capital investi. Alors on va déjà indiquer ça. Alors la VAN, voilà. Avec bien entendu une formule. Il y a toujours des formules, de toute façon. Donc ici on vous dit que c'est la différence entre les cash flows actualisés et le montant du capital investi. Donc la formule est la suivante. Donc somme des cash flows multiplié par 1 plus i exposant moins n, le tout moins i, grand I, le montant de l'investissement initial. Donc on va prendre un exemple bien sûr. Alors un exemple. On va prendre cet exemple là. Voilà. Il arrive. Le voici. Cet exemple. Alors, concrètement,
On a un investissement donc de 100 000 euros. On a des cash flows donc pour l'année 1, 2 et 3 donc de différents montants. Je vous rappelle que les cash flows en fait ce sont les flux monétaires engendrés par l'investissement annuel ici en tous les cas. On a donc la somme des cash flows, donc on fait une addition. Alors actualisé, on aurait dû mettre ici, puisque on met somme des cash flows, on va mettre actualisé, puisque c'est la formule. Hein. Donc concrètement, on actualise donc avec cette formule, donc moins 1 pour la première année, moins 2 pour la seconde, etc. Au même taux pour chaque montant, chaque fois. D'accord. Donc là, on obtient ce montant de 109 351,03. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'équivalent de tous les cash flows à la période 0, à l'époque 0, puisque tout a été actualisé. Tous les flux ont été ramenés à l'instant 0, à l'époque 0, à la période 0. C'est le but en fait hein, de l'actualisation. Et la vanne dit qu'il faut retrancher le montant d'investissement. Voilà pourquoi ici on a enlevé 100 000 euros, ici. Et on obtient donc 14 000 et des brouettes. En fait, on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'on compare des montants de la même période. 100 000 euros, c'est l'époque 0, puisque le montant, c'est le montant de l'investissement initial. Et les 114 000, c'est l'actualisation donc de tous les cash flows, de tous les flux. Donc on a tout rapporté à l'époque 0 pour pouvoir comparer des montants comparables. Et donc on obtient donc 14 000 et des brouettes, qui est donc la vanne. Alors pour conclure, lorsqu'on a une vanne, ben, en fait il faut savoir si elle est positive ou négative. Ici, lorsqu'elle est positive, on dira simplement que lorsque la vanne est positive, on peut conclure que l'investissement envisagé est rentable. A l'inverse, bien entendu, si on avait trouvé une vanne négative, eh bien l'entreprise n'aurait pas intérêt à investir dans le projet. Bien, alors maintenant on va parler de l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est un chiffre, hein, c'est surtout pas un pourcentage, hein, qui va nous permettre une fois de plus bien de savoir si l'entreprise doit ou pas, peut ou pas en tous les cas investir. En fonction du résultat, on va voir comment on va interpréter ça. Alors, on a dit ici que les flux, donc les FNT, les flux net de trésorerie, correspondent à la différence entre les encaissements et les décaissements pour chaque période. Et l'IP, c'est la somme des FNT actualisés divisé par le montant de l'investissement. Donc on va prendre un exemple. Donc voici l'exemple. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a pris un exemple de somme des FNT actualisés donc de 789 000. On a un investissement de 750 000. Et donc en appliquant la formule, on trouve 1,052. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'à partir du moment où c'est supérieur à 1, eh bien on considère que le projet envisagé est rentable. En fait, c'est mathématique. Si c'est supérieur à 1, ça veut simplement dire que le numérateur est supérieur au dénominateur. Et ça veut dire qu'en fait, que la somme des FNT actualisés est supérieure au montant d'investissement. Donc forcément, l'entreprise gagne de l'argent. Le projet sera rentable. Bien entendu, à l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on aura une somme de FNT inférieure à l'investissement, on aura donc un IP inférieur à 1, donc de l'ordre de 0,9, 0,8, etc. Et bien là, il faudra conclure en disant que l'entreprise ne doit surtout pas investir dans ce projet, puisqu'elle risquerait de perdre de l'argent. Voilà. Ensuite, il nous reste à voir eh bien, le TRI, ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne. Alors là, on recherche donc un taux et non pas une valeur. Pour ce faire, il faut déjà poser une équation avec d'un côté des vannes, de l'autre côté les taux de rentabilité donc correspondants. Il faut savoir qu'il faut au minimum une vanne positive et une vanne négative. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la définition du tri ou du tir, ça dépend comment on l'appelle, eh bien, le tir, c'est le taux pour lequel il y a égalité entre les flux, donc les FNT actualisés, et le montant d'investissement. Mais surtout, c'est également le taux pour lequel la vanne est nulle. Ça veut dire concrètement qu'on a ici par exemple, si on a un axe, on a ici par exemple 0, d'accord? De ce côté-là, on aura une vanne négative. De ce côté-là, on aura une vanne positive. Et à 0, à la valeur 0, on aura le tri. Parce que c'est la définition, hein, on vous dit que c'est le taux pour lequel la vanne est nulle. Donc pour un taux égal à 0, pour une vanne, pardon, excusez-moi, une vanne nulle, une vanne égale à 0, eh bien on aura le tri. Donc voici l'égalité qu'il faut poser.
Donc d'un côté on a des taux, de l'autre côté on a que des vannes qui correspondent. Hein. On a le tri par rapport à 0, le taux 1 par rapport à vanne à taux 1, et etc. Taux 2, vanne au taux 2. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vanne qui se trouve ici, on l'a calculée en utilisant le taux 1. La vanne qui est ici, on l'a trouvée, on l'a calculée avec le taux 2. Alors, vous allez me dire, oui, mais quels sont ces taux 1 et taux 2? Eh bien, le taux 1, généralement, est le premier taux qu'il est utilisé dans l'exercice qu'on vous donne. D'accord? Et le taux 2, en fait, c'est le taux qui, qui, après calcul, eh bien, trouve une vanne négative. Alors, on va prendre un exemple. Donc, voici l'exemple. Alors, on va prendre ça comme ça, voilà. Donc, on a un exemple avec un taux 1 de 7,5%. On a également un taux 2 de 15%. On a, alors c'est un pur hasard que 7,5 x 2 x 15. Hein. On a une vanne donc correspondante au taux 1, donc à 7,5% qui donne 140 000 euros. Et la vanne calculée avec le taux de 15% donne une vanne négative de 12 000 euros. D'accord? Donc ici, je vais appliquer ma formule. Voilà. Celle qu'on a vue ici. D'accord? Et bien, cette formule, donc d'un côté, on a des taux qu'on va utiliser comme des chiffres, mais en tous les cas, on met les taux d'un côté, les valeurs, les vannes de l'autre côté, en face. Ensuite, ici, on n'a que des chiffres, donc on pourra directement calculer le montant, la valeur, en l'occurrence ici 0,92. Ensuite ici on a 0,15 moins 0,075 qui donne 0,075. D'accord. Ensuite on fait un produit en croix. On a donc ici le tri moins 0,075 égale 0,92 fois 0,075. Ce qui donne ce chiffre là. On passe de l'autre côté le moins 0,075 de l'égalité, donc il devient positif, qui est ici. D'accord. Et on obtient donc 0,144, c'est-à-dire en fait 14,44%. 40%, excusez-moi. Et concrètement, eh bien, c'est à partir de ce taux, de celui-ci donc, hein, que le projet est considéré comme étant rentable. Voilà, donc c'est pas évident. Il faut bien poser dans un premier temps donc ici d'abord les taux d'un côté et les vannes correspondantes de l'autre côté. Prendre son temps pour calculer d'abord ici la valeur, parce qu'on n'a que des chiffres. Ensuite faire un produit en croix. Et finalement passer de l'autre côté le montant négatif ici. Et on trouve donc un chiffre de la sorte, comme celui-ci. Et on en conclut que donc c'est multiplié par 100, bien entendu. On trouve donc ici 14,40%. Donc taux considéré comme étant la limite pour que le projet soit rentable. Bien entendu, on peut le comparer après avec le secteur. Hein, tout dépend de ce que l'entreprise souhaite faire. Voilà, tout simplement. Il nous reste à voir le DRCI, ce qu'on appelle le DRCI, c'est-à-dire le délai de récupération du capital investi. Alors ici, on ne trouve pas un montant, mais en fait, il répond à la question à partir de quelle date le projet devient-il rentable. Donc là, on cherche une période ou une date. Hein. Alors comment ça se passe? Eh bien, il faut concevoir un petit tableau avec à l'intérieur donc les périodes, les FNT annuels, donc les flux nets de trésorerie annuels, et le cumul. Et à partir du moment où on dépasse le montant initial de l'investissement, eh bien l'entreprise commence à récupérer ses fonds. Donc on va prendre un exemple. Alors je vais déjà monter un petit peu ça, voilà. Ensuite l'exemple, alors déjà le DRCI, on va mettre ça comme ça, voilà. Et on va prendre un exemple donc. Alors on va monter, voilà. On va faire ça. Et je vais donc ici, image, conserver, fusionner. Voilà. On va mettre ça comme ça. Hop. Le tableau, on va l'agrandir un petit peu. Alors, comment on va agrandir? Non, on va le laisser comme ça, c'est bien. Alors, ici, on a donc les périodes, les FNT annuels, le cumul. Alors, comment ça se passe hein? On va donc cumuler au fur et à mesure les FNT annuels. Donc, la première année, c'est plus 0, donc 214 000. Qu'on ajoute à 226 000, 440 000, qu'on ajoute à 242 000 et ainsi de suite. Et pour voir si effectivement donc le
Alors, je voudrais juste un petit peu, je sais pas si je peux faire ça. Non, bon, tant pis. Donc, à partir du moment où ici on dépasse donc le montant d'investissement, c'est-à-dire ici à la période 4, et bien l'entreprise commence à récupérer ses fonds. Concrètement, elle commence à gagner de l'argent. Donc là, dans mon exemple, eh bien, le DRC, le délai de récupération du capital investi, eh bien, est au cours de la période 4 parce que l'entreprise dépasse, le montant d'investissement est dépassé dans l'année 4, pendant la période 4, puisque là, à la fin de l'année, on est à 941 000 et l'investissement n'était que de, entre guillemets, 850 000. Voilà, donc à partir de là, l'entreprise commence à gagner de l'argent. Donc le projet devient rentable. Donc là, pareil, il n'y a pas de règle. Tout dépend donc de l'investissement et tout dépend, je dirais, du contexte au niveau interne. Si l'entreprise décide que le projet doit être rentable très rapidement au bout de 3 ans, et bien dans mon exemple, elle ne choisira pas d'investir puisque le projet sera rentable seulement à partir de 4 ans. Sur ce critère, bien entendu. Après, bien entendu, tout dépend du critère sur lequel l'entreprise se base pour faire ce choix d'investissement ou pas. Donc on peut indiquer cette petite phrase ici. Voilà. Pour conclure sur ce chapitre. Donc dans notre exemple, l'investissement est rentabilisé au cours de la période 4, car c'est dans celle-ci que les flux nets de trésorerie dépassent le montant de l'investissement. Voilà, ainsi s'achève donc ce chapitre sur le choix des investissements. À très bientôt.